À Pierre de Sorel en santé pour ses usagers, aujourd'hui, nous parlons d'imagerie médicale et d'électrophysiologie médicale avec Mme Frédérique Blanchette. Elle est chef intérimaire de ce département. Mais auparavant, nous parlons d'un enjeu important dans un hôpital, l'hygiène et la salubrité, avec M. Michel Duperon. Il est chef, lui aussi, de ce département. Michel Duperon, bonjour. Bonjour. Chef hygiène et salubrité. Oui. Écoutez, on va commencer. Je vais vous lire une phrase du guide de l'information que j'ai trouvée concernant votre travail. Puis je vais vous demander de commenter. La propreté est la pierre angulaire des mesures destinées à contrôler non seulement les infections, mais également d'autres effets indésirables comme les allergies. C'est votre quotidien? Oui, c'est notre quotidien. OK. On désinfecte les surfaces régulièrement, etc., pour pouvoir contrer la transmission des infections. OK. Donc, les surfaces. Oui. Je vais vous amener, parce que, bon, quelque chose que les gens voient régulièrement, c'est l'urgence. Oui. Comment est-ce que l'urgence, avec la circulation, avec l'hiver, l'été, le volume de personnes, comment est-ce que vous réussissez à contrôler les infections dans une salle comme les urgences? Je vous dirais qu'on s'ajuste en fonction de l'achalandage. C'est sûr que l'hiver, la charge de travail est beaucoup plus élevée pour nous, compte tenu du calcium, ses planchers, etc. Mais je vous dirais qu'on va ajuster tout ça en fonction de l'achalandage des gens qui peuvent passer à l'urgence. Si on voit qu'il y a une augmentation du taux des infections, bien, OK. on va mettre quelqu'un, un employé, plus souvent, qui va aller désinfecter régulièrement la salle d'attente. OK. Désinfecter, ça consiste à quoi? Dans le fond, c'est notre employé qui passe puis qui respecte les protocoles avec nos procédures de désinfection, puis il va aller désinfecter les surfaces avec un produit spécifique concernant le type de pathogène qu'il peut avoir en place. OK. Donc, il y a des produits par type d'infection que vous identifiez? Oui. OK. Donc, c'est pas seulement, là, excusez l'expression, du Monsieur Net pour tout le monde, là. Non, Monsieur Net, ça c'est fini, c'était passé. Là. OK. Présentement, la chimie est rendue beaucoup plus loin que ça. OK. Donc, vous avez des produits spécialisés par nature des infections. Oui, c'est ça. On a des techniques et protocoles de désinfection à appliquer en fonction du type de pathogène qu'il peut avoir dans le secteur. OK. Donc, là excusez l'expression, mais là, c'est la guenille partout. Oui, c'est la guenille partout. Partout. Sur les bancs, sur... Les bancs, les bras de chaise, les poignées de porte, les interrupteurs, tout ce qui peut être fréquemment touché et sujet à transmettre les infections. C'est combien de fois par jour, ça? Je vous dis, ça dépend des secteurs. Ça dépend des secteurs. Si je prends, par exemple, on s'organise, on a un département en éclosion, bien, on va peut-être mettre quelqu'un pendant 7h75, tout le long de son corps de travail, qui va désinfecter à répétition. OK. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que nos produits n'ont pas de rémanence. Donc, ça veut dire... rémanence. Bien, ça veut dire que je peux désinfecter une surface, OK. puis que si quelqu'un repasse, par exemple, 10 minutes après, il va recontaminer la surface, le travail est à refaire. OK. Donc, pendant 7h75, l'employé va désinfecter et redésinfecter les surfaces en continu. OK. Juste faire un bout sur les employés. Donc, ça prend une formation, une connaissance des produits? Oui, ça prend une bonne formation de base, là, une orientation et tout et tout. Okay. Est-ce que c'est un DEP, par exemple, pour les gens? Il y a un cours qui existe en hygiène et salubrité. OK. C'est l'AEP en hygiène et salubrité, mais c'est pas tous nos employés qui l'ont. Sinon, on les forme à l'interne directement. Vous les formez à l'interne. Donc, quelqu'un, quand on voit là, quelqu'un qui se promène avec un chariot, des produits, c'est pas juste Monsieur Net, encore une fois, c'est... Non. Il y a une mission spécifique en fonction de la nature du... C'est ça. OK.
Donc, puis l'urgence, c'est au moins à tous les jours, au moins une fois à tous les jours. Oui, ça c'est clair. Là. Moi, je vous dirais que c'est sur tous les corps de travail. Si on a besoin d'y aller, on y retourne aussi souvent qu'il le faut. Hein. Mais c'est quoi l'indication? Il y a une indication qui vient de la microbiologie ou... Bien, en fait, c'est le service de prévention des infections, ce qu'ils font, c'est qu'ils exercent un peu une vigie, si on veut. Quand ils constatent une augmentation des taux d'infection d'un pathogène en particulier, bien, c'est là que nous, notre rôle à nous en hygiène de salubrité, c'est d'intervenir et d'appliquer les protocoles de désinfection. OK, donc il y a de l'entretien ordinaire, quotidien, je dirais, puis il y a pratiquement des missions. Là. Il y a du surplus, si on veut, en fonction du taux d'infection. OK, mais y a-t-il des périodes de l'année où c'est l'hiver, j'imagine? Oui, il y a certaines périodes de l'année qui sont plus critiques que d'autres à surveiller, mais c'est sûr que l'hiver est toujours plus intense que l'été. Là, ça inclut aussi, naturellement, l'urgence, mais par exemple, les corridors. Oui, corridors, espaces publics, etc. On entretient l'ensemble du bâtiment. OK. Puis ça, c'est vrai à l'hôpital, et est-ce que c'est vrai aussi dans les CHSLD? C'est vrai, en CHSLD, la même chose. Est-ce que les CHSLD relèvent de vous ou... Oui. OK, donc vous avez la gestion des équipes tant ici à l'hôpital que dans les différents CHSLD? Oui. CLSC inclus? Yes. Ça vous fait combien de monde, ça? Je vous dirais, ça dépend en fonction du site ou du corps de travail qui peuvent être, mais nos équipes sont composées d'un chef d'équipe et de entre 1 et 14 personnes selon le corps de travail. OK, 14 personnes par corps de travail. Donc, c'est quoi? C'est des équipes de... Vous avez quoi, 50, 60 personnes sur votre responsabilité? Je vous dirais à peu près, ouais, 80 environ avec la liste de rappel. Là. OK. Donc, 80 personnes qui roulent en continu, qui là, roulent en continu. Les gens de la liste de rappel, remplacement de congé, etc. Donc, on ne peut pas dire que c'est pas stratégique. Non, c'est stratégique et planifié. C'est stratégique et planifié. Dans les chambres, parce qu'il y a un roulement aussi dans les chambres, est-ce que vous avez le même genre de protocole? Dans les chambres, il y a une désinfection quotidienne qui se fait. Ce qu'on fait... Quotidienne? Oui, quotidienne, à chaque jour. J'ai un employé qui rentre dans les chambres. De la façon que c'est monté, c'est qu'une fois semaine, on va faire un service complet. On va désinfecter toutes les hauteurs, puis tout ce qui est fréquemment touché, ainsi que poubelles et planchers, etc. Puis 6 fois semaine, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un service de maintien. On va ramener la pièce à l'état du service complet. OK. Donc, c'est réellement, là, excusez l'expression, c'est réellement sérieux? Oui, c'est sérieux. À chaque jour, j'ai un employé qui va passer dans la chambre. Dans toutes les chambres? Dans toutes les chambres. Donc, ça veut dire que vous sortez des patients des chambres? Non, les patients restent dans les chambres. On travaille parmi le public. Donc, on cogne avant de rentrer. Bonjour, je m'en vais faire votre entretien, etc. C'est comme un service d'hôtel, finalement. On peut dire que c'est un service d'hôtel. Quasiment, c'est un service d'hôtel. Et est-ce que, donc, les salles, pas les salles, mais les salles d'opération, êtes-vous responsable des salles d'opération aussi? Non. Entre deux salles d'opération, dans le fond, les salles sont traitées en intercas. En entrecas, excusez-moi. Puis, en entrecas, vous voulez dire quoi? Ben, entre les cas, OK. C'est ça, entrecas. Puis on a une désinfection terminale qui peut se faire. Dans le fond, la désinfection ne se fait pas de la même façon. Mais c'est votre équipe qui est responsable? Notre équipe est responsable de soir et de fin de semaine. Sinon, c'est l'équipe du bloc opératoire du service des soins qui va s'en occuper. OK. Donc, mais est-ce que c'est un peu le même genre de protocole, là? Oui, le protocole est le même pour tout le monde. Le protocole est le même pour que ce soit mon équipe ou... Avez-vous des normes? Est-ce qu'il y a des normes? Par exemple, on a parlé dans une autre entrevue d'Agrément Canada. Est-ce que vous êtes soumis aux normes d'Agrément Canada? Oui. Tout le monde est soumis par les normes d'Agrément Canada. Donc, vous suivez les normes puis les produits sont identifiés? Oui. Est-ce que c'est des produits qu'on retrouve sur le marché? C'est des produits que vous pourriez vous procurer, mais que vous ne retrouverez pas ça à l'épicerie dans une grande surface. OK, chez IGA ou... Non. OK, donc c'est pas ça. Non. Mais c'est quelqu'un là, dans sa maison qui veut être propre, toutes sortes de bonnes raisons qui lui appartiennent, à peur des infections. Elle peut se procurer ces produits-là. Oui, elle peut se procurer un désinfectant, un germicide, etc. Ça c'est sûr que la personne peut s'en procurer, mais peut-être qu'ils n'auront pas la même gamme de produits que nous, on utilise actuellement. Okay. On entend souvent à la télévision, là, c'est difficile. Ça c'est difficile, là, annuellement. Là. Est-ce que c'est encore présent? Est-ce qu'on peut s'en débarrasser? Est-ce que... Je vous dirais que c'est encore présent, ça va toujours être présent, mais nous, ce qu'on combat, c'est l'ensemble des pathogènes. Ça veut dire que l'acide difficile, il va être traité à part égale d'un autre pathogène en particulier. Moi, quand mon employé des désinfections rentre dans une pièce, il va traiter la pièce selon le type de pathogène qui est dans la chambre avec un produit spécifique. OK. C'est que ce soit l'acide difficile, la grippe, la gastro, etc. Okay. Il va désinfecter sa pièce en fonction du pathogène qui est dans la chambre. OK. Puis ça, le pathogène a été identifié par les infections? Oui.
Mais s'il y a plusieurs pathogènes, c'est quoi? Ils recommencent le travail avec différents On y va à la technique la plus élevée. OK. C'est Donc, comme vous avez ça. des produits qui... Oui, on a des produits. On peut faire une désinfection, par exemple, en 3 étapes pour le Clostridium difficile. Bien, cette désinfection-là, on fait une étape au dégraisseur. OK. On va dégraisser la surface, on va enlever le film pellicule. Ensuite de ça, on va rincer notre surface à l'eau. Puis ensuite de ça, on va désinfecter avec le chlore. OK. Donc, cette désinfection-là, cette technique-là va tuer l'ensemble, je peux dire, des pathogènes existants. Là. Mais ces pathogènes-là, s'ils reviennent, c'est parce que c'est les gens qui les amènent. Est-ce que c'est ça qu'il faut comprendre? Comme je vous l'expliquais, nos produits n'ont pas de rémanence. OK. Donc, ça veut dire que les surfaces peuvent se réinfecter aussi facilement tant que le patient est dans la chambre et est porteur de la bactérie. OK. Donc, ça peut être le patient qui est porteur de la bactérie ou quelqu'un qui vient qui peut être porteur de la bactérie Oui, ou c'est d'une ça. autre bactérie. Ça peut être nosocomial, comme ça peut venir de l'extérieur. Là. OK. Donc, les mains, c'est aussi important. Le lavage des mains, c'est... Très important. C'est la C'est- règle numéro 1, le lavage des mains. OK. Le lavage des mains, la règle. C'est la règle des mains. Vous occupez-vous dans mon ensemble de questions, je saute à ça. Est-ce que vous vous occupez de la disposition du matériel? Qu'est-ce que vous... Par exemple, les seringues utilisées, les pansements, est-ce que c'est dans votre mandat? Ben, en fait, c'est sûr que nous, on s'occupe des déchets. On va traiter les déchets réguliers, biomédicaux, OK. on va traiter recyclage, compostage, etc. OK. Mais moi, dans le fond, mon rôle, c'est de faire la désinfection de la chambre. Donc, quand on rentre, il y a un préposé aux bénéficiaires qui est passé avant nous, OK. qui a fait le ménage, qui a ramassé tout ce qu'il avait ramassé. Puis ensuite de ça, nous, on fait la désinfection, tout simplement. OK, vous faites la désinfection. Comment vous êtes venu, personnellement, comment vous êtes venu à occuper ces fonctions-là? J'étais un gars de plancher à la base. OK. OK, j'ai commencé sur le plancher. J'ai fait partie de l'équipe terrain d'hygiène et salubrité. OK. Ensuite de ça, j'ai gravi les échelons. Je suis monté chef d'équipe, chef de secteur, chef de service. Puis je vous dirais que j'ai fait mes classes d'une étape à l'autre. Puis les classes sont très importantes. OK. Donc, vous avez eu l'occasion de voir l'ensemble des facettes du travail. Oui, on apprend en cours de route. C'est pour ça que je vous dis que les classes sont très importantes. À travers ça, on peut faire de la formation en gestion. OK. Mais vos principaux défis comme gestionnaire d'une équipe de 80 personnes, on serait tenté de penser qu'il y a beaucoup de roulement. Est-ce que c'est exact? Oui, il y a quand même du roulement. Je ne vous cacherai pas qu'il y a du roulement. C'est sûr qu'il faut être à l'affût de tout ce qui se passe au quotidien. Mais c'est quoi votre principal défi de gestion? C'est le roulement, c'est la rétention du personnel? Je vous dirais que la rétention du personnel se fait quand même bien. Je vous dirais que c'est surtout le roulement. Là. OK, c'est le roulement. La poutine quotidienne à gérer, etc. là. OK, donc les gens qui appellent, je ne vais pas, je rentre pas. Oui, C'est des défis de gestion. C'est ça. C'est des défis de gestion qui sont quotidiens. c'est pas toujours évident, puis il faut trouver quelqu'un rapidement. Vous, là, quand vous vérifiez le travail de vos employés, qu'est-ce que vous vérifiez en premier, puis qu'est-ce qui vous choque essentiellement? OK. Je vous dirais que c'est pas quelque chose qui va venir me choquer, OK? mais c'est clair que l'organisation a des standards de qualité. OK? Mon travail, à moi, c'est de mettre des balises. OK? Une fois que ces balises-là sont mises, si les standards que l'organisation s'attend ne sont pas respectés, c'est sûr que ça vient me chicoter. OK. Fait que je vous dirais, tout ce qui sort des standards vient me chercher un peu plus que... Mais voilà, à la base, vous devez être un maniaque de propreté. J'irai pas jusque-là. Non? J'irai pas jusque-là. Je vous dirais que ce qui vient me chercher quand je rentre quelque part, c'est l'état des lieux. C'est sûr que ça me frappe en premier, compte tenu que c'est mon métier. Oui. Et je remarque peut-être des détails que les gens ne remarqueraient pas habituellement, mais sinon... OK. OK. Michel Duperron, le mot de la fin, là, en terminant cette entrevue. lavage de mains. OK, lavage de main. Lavez-vous les mains, documentez-vous quand vous venez à l'hôpital. OK. C'est Donc, c'est pas un caprice, là, les mains. Non, c'est vraiment pas un caprice. C'est la mesure la plus importante à respecter pour éviter la transmission des infections. tout simplement. Écoutez, Michel Duperron, c'était très intéressant. Bon, j'ai appris des choses, sincèrement. Là, puis je vous remercie infiniment de votre passage à Pierre de Sorel en santé pour ses usagers. C'était fort agréable. Ça va sûrement être fort instructif pour les gens aussi qui vont écouter l'émission. Merci beaucoup. Ça fait plaisir.
Frédéric Blanchette, chef intérimaire en imagerie médicale et électrophysiologie médicale. Bonjour. Bonjour. Pouvez-vous nous parler de votre métier? Oui, en fait, je suis chef intérimaire, donc je coordonne 3 services qui sont l'imagerie médicale, donc ça englobe la radiologie, la médecine nucléaire et puis il y a aussi l'électrophysiologie médicale. Donc, sous ma gouverne, il y a des technologues qui réalisent des examens, là, autant radiologiques que nucléaires, que tout ce qui relève de l'électrophysiologie et la cardiologie. Okay. Là, vous avez été obligé. L'électrophysiologie, juste parce que les gens connaissent la radiologie, parce qu'on mais l'électrophysiologie, c'est quoi comme particularité? Bien, en fait, c'est des technologues qui utilisent les influx électriques du corps pour enregistrer des tracés. Donc, quand on parle des électrocardiogrammes et tout ce qui est, dans le fond, influx électriques, ils font les tracés là, de différentes choses du corps humain. OK. Mon dernier cardiogramme, on m'a mis des électrodes ici, des électrodes aux pieds, puis on mesure le flux entre... C'est ça, exactement. Dans le fond, c'est des technologues qui selon la prescription, effectuent des tracés là, qui permettent aux cardiologues ou aux médecins là, de donner un diagnostic. Là. Mais compte tenu de ces nouvelles techniques-là, l'imagerie médicale traditionnelle, la radiologie, là, est-ce que c'est en perte de vitesse? Est-ce que c'est en... Non, du tout. Dans le fond, l'électrophysiologie, c'est joint, si on veut, à l'arsenal d'imagerie. Dans le fond, c'est nouvellement, ils font partie de notre ordre professionnel. Auparavant, on parlait vraiment des technologues en radiologie, en médecine nucléaire et en radio-oncologie. Okay. Puis, c'est d'autres technologues qui se sont greffés à nous, dans le fond, parce que c'est une forme d'imagerie, si on veut. Là. Mais non, ça n'empêche rien là, de ce qui est la radiologie comme on la connaît. Là. On va y revenir dans quelques secondes. Vous avez parlé de radio-oncologie. Donc, ça, c'est la radiothérapie. Oui, en fait, c'est l'utilisation des ionisations, mais dans le traitement du cancer. Ça ne se donne pas ici à Pierre-de-Sorel. Est-ce que je me trompe? Non, c'est ça. La radio-oncologie, non, on les réfère à l'hôpital Charlemagne. C'est eux qui s'occupent là, du traitement. C'est eux qui s'occupent du traitement. Oui. Il y a Trois-Rivières aussi, si ma mémoire est bonne. Oui, eux autres aussi ont le département. Alors, si on revient à la radiologie traditionnelle, là, une journée type pour vous, c'est quoi? Bien, en fait, si on se met dans la peau d'un technologue, une journée type, on est dans une salle, on a un programme et puis on doit faire des examens d'imagerie, que ce soit à la tomodensitométrie, qui est le scan, ou en échographie. Il y a les radiographies standards. On va aussi faire des examens au chevet des patients quand eux ne peuvent pas se déplacer au département. Puis on a aussi... Vous avez des appareils mobiles? Oui, on a des appareils mobiles. On a aussi des appareils mobiles, si on veut, de fluoroscopie pour assister les chirurgiens dans certaines chirurgies à la salle opératoire. Donc, c'est les technologues là, en imagerie médicale qui opèrent tous ces appareils-là pour produire des images là, diagnostiques. OK, donc un technologue dûment formé est capable d'opérer l'ensemble des équipements ou ils ont des spécialités? Ils ont des spécialités, dans le fond. Tous les technologues, quand ils graduent, dans le fond, ils sont aptes à faire les radiographies simples, tout ce qui est la fluoroscopie, les appareils mobiles, aller à la salle d'opération. Okay. Mais pour ce qui est de l'échographie, de la tomodensitométrie, c'est des spécialités qu'on rajoute, si on veut. Il faut être formé pour faire ça. Là, J'imagine que ce soit un enfant, même un bébé naissant, c'est pas le même genre de technique ou c'est la même chose qu'un adulte ou une personne âgée? Bien, en fait, c'est qu'il y a différentes clientèles qui se présentent à nous, donc il faut toujours adapter nos soins là, aux patients qu'il y a devant nous. Et oui, c'est sûr que l'approche et la façon de travailler avec les différents types de clientèle va être différente. C'est sûr qu'un enfant, ça comprend moins bien les consignes qu'un adulte, etc. Donc, on a des moyens à notre disposition là, pour faire le meilleur examen possible selon les types de clientèle qui peuvent être plus difficiles, entre parenthèses. Et c'est sûr qu'il y a des façons de les asseoir. Puis c'est sûr que côté technique aussi... Un enfant turbulent, vous faites quoi, là? Bien, Ça peut aller jusqu'à l'attacher? Bien, souvent, c'est le parent là, qui va tenir l'enfant. Donc, on met un tablier plombé aux parents. Puis des fois, c'est un technologue aussi, ils peuvent être 2. Puis on l'assoit sur le banc là, qui est destiné à ça. Puis le parent, dans le fond, pendant que c'est le parent qui tient son enfant, c'est plus rassurant aussi qu'un intervenant qui ne connaît pas. Mais des fois, on a aussi à le tenir selon la collaboration là, de l'enfant. Mais c'est sûr que pour avoir une radiographie optimale, il ne faut pas qu'il y ait de mouvement. Donc parfois, oui, il faut
contentionné, mais on utilise le parent, donc c'est plus rassurant c'est le pour parent l'enfant. qui devient la contention. Oui, c'est ça. Faut que le parent comprenne bien la consigne qu'on lui donne, puis l'importance là, de bien tenir son enfant. Puis, dans le fond, mieux que c'est compris, plus que l'examen est rapide et puis qu'il y ait diagnostic aussi, là, parce qu'évidemment, il faut que l'image, au final, soit diagnostique pour le radiologiste qui doit donner le diagnostic. OK. Donc, c'est induit, dans le cas des enfants, c'est induit des marges d'erreur, finalement. Bien, on a beaucoup de petits trucs et puis de façons de procéder, mais oui, ça se peut que ce soit un examen plus difficile, entre parenthèses, mais les technologues sont très habitués à devoir faire affaire avec ce type de clientèle-là. Vous n'avez pas mis avec les adultes? Certains, oui, mais... Ah, OK, certains, vous avez mis avec des adultes? Ça peut arriver, il n'y a Mon rien Dieu. de parfait. Ben, on a des fois des clientèles qui peuvent... Ben, tu sais, de la misère, entre parenthèses, si c'est un patient qui est polytraumatisé, c'est pas l'adulte qui nous donne du mal, mais c'est plus sa C'est la condition. condition. Des fois, c'est la condition, c'est ça. Si quelqu'un est polytraumatisé, il va être mobilisé en bloc, donc on ne peut pas le bouger comme on voudrait. Donc, nous, on adapte nos techniques pour pouvoir réaliser les examens pour ces types de clientèle-là, dans le fond. OK. Et puis, chez les personnes âgées, est-ce que ça va bien? Oui, ça va bien. Les personnes âgées sont impliquées dans leurs soins, ils veulent bien faire. On leur explique comme il faut, qu'est-ce qu'on attend d'eux, puis ça se passe bien, oui. OK. C'est quoi la nature de la formation? Parce que c'est quand même assez technique, là. Oui, dans le fond, autant pour être un technologue en radiologie qu'en radio-oncologie, qu'en médecine nucléaire ou en électrophysiologie, c'est un diplôme d'études collégiales, donc c'est un DEC. Au cégep qu'on fait, un DEC de 3 ans. Puis, c'est comme je vous disais, c'est pour, si on y va plus pour la radiologie, on devient un peu un généraliste, mais ensuite, on peut se spécialiser, là, dans le fond, au scan ou en échographie. Puis là, OK, donc il y a des cours d'appoint. Oui, dans le fond, notre ordre professionnel, parce qu'on doit être membre de l'ordre... Les technologues? Oui, de l'ordre des technologues en imagerie médicale, radio-oncologie et électrophysiologie médicale du Québec. Dans le fond, ça, c'est l'ordre qui régit notre pratique. On doit être membre de l'ordre. On a un examen d'admission à la profession à devoir passer pour être membre. OK, Ensuite, donc au terme des 3 ans de cégep, il y a un examen. un examen. On peut pas, même si on obtient notre diplôme collégial, on ne peut pas pratiquer tant qu'on n'obtient pas auprès de notre ordre professionnel, qu'on ne passe pas l'examen, en OK, fait. donc un individu qui a de l'expérience ne peut pas s'insinuer radiologue. Moi, j'ai vu faire la radiologue pendant 10 ans de temps. Non, ça prend, c'est ça, il faut obtenir la première fois le permis via l'examen. Ensuite, on a une cotisation annuelle, comme pour toutes les ordres. Ouais. Puis on a aussi une obligation de formation continue pour toujours se maintenir à niveau pour pouvoir obtenir notre permis l'année suivante. Donc, on ne peut pas dire je fais une fois mon cours, puis après ça, c'est fini. Non, on est continuellement là, en train de se perfectionner puis de parfaire notre pratique. Frédéric Blanchette, comme technologue, ça procède de quoi? Dans votre famille ou c'est un choix de carrière? Comment ça s'est effectué? Bien, je savais que je voulais travailler dans le milieu de la santé, être auprès des gens, offrir des soins, aider. Puis ensuite, il y a la conjointe de mon oncle qui faisait ce métier-là. Donc, je me suis intéressée, je suis allée voir c'est quoi son travail. Puis c'est comme ça que j'ai décidé de me lancer là-dedans. C'est un peu méconnu. Je savais que ça impliquait la technologie, l'appareillage, la santé. C'était un métier un peu qui touchait à plusieurs sphères qui m'intéressaient. Donc, j'ai fait ma petite valise pour Québec, puis je suis allée étudier là, en radiodiagnostic. OK. Là, je ne vais pas avoir l'air d'un mononcle, parce que vous parliez de mononcle, mais vous êtes une toute jeune femme, chef intérimaire, c'est quand même des bonnes responsabilités. Oui, c'est un super beau défi qui s'est présenté à moi depuis le mois de mai. En fait, j'ai toujours aimé continuer à apprendre, etc. Donc, quand j'ai terminé mon diplôme d'études collégiales, j'ai fait tout de suite d'autres études. J'ai continué d'aller à l'université en gestion, c'est ça. Puis, j'occupais le poste d'assistante-chef depuis l'automne, après mon retour de maternité. Puis, ça l'a déboulé. OK, donc il y a une famille qui s'est installée aussi. Oui, au travers de ma carrière, c'est ça. OK. Mais c'est quoi, comme gestionnaire, comme jeune gestionnaire, c'est quoi vos principaux défis? Mais c'est sûr que vu qu'il y a une gestion de 3 départements, puis que moi, je proviens plus du milieu de la radiologie, c'est d'apprendre à bien connaître un petit peu l'électrophysio et la cardio, la médecine nucléaire pour, dans le fond, bien supporter les équipes. Puis c'est sûr que les défis, c'est d'apprendre tout ce que ça... d'apprendre toutes les petites choses plus pointilleuses qu'on ne connaît pas nécessairement en étant quelqu'un sur le terrain, mais en ayant un petit peu fait le travail d'assistante, j'avais déjà un petit peu le pied dedans, comme on dirait, là, mais non, ça va bien. Ça vous fait combien de personnes?
On a plus ou moins 60 personnes là, dans les 3 OK, départements. donc, vous avez 60 personnes sur votre responsabilité. Oui, autant des technologues, infirmières, agentes administratives, préposés, secrétaires, puis les médecins. On travaille dans le fond en co-gestion médicale parce que c'est sûr que dans chacun des départements, il y a des médecins là, qui sont responsables. Donc, on a des radiologistes, on a des cardiologues, puis on a un nucléiste. Ça, c'est un service 24 heures sur 24, là, 7 jours sur 7. Pour les urgences, en fond, il y a toujours quelqu'un de garde là, pour offrir le soin. Puis, il y a des technologues en imagerie qui sont là 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Les radiographies, c'est en continu. Le scan aussi. Puis, pour certains examens, là, c'est selon l'urgence. Là, Okay. Question, je change de sujet. L'évolution technologique, est-ce qu'on suit la technologie à Pierre-de-Sorel? Ben oui, en fait, dans le fond, comment ça fonctionne, c'est que le ministère a comme des durées de vie pour les appareils. Il y a comme un plan. Et puis, quand on sait que tel appareil va bientôt à changer, on prévoit son remplacement. Donc, oui, on va aller le remplacer toujours par quelque chose qui est à la fine pointe de la technologie. Donc, on remplace continuellement notre parc d'équipements pour suivre la parade. Mais est-ce que la miniaturisation ou même le fait de prendre des radiographies chez soi, on dirait de la tendance, est-ce que ça va venir ou... Chez soi? Oui, chez soi. Comprenez l'idée, c'est que là, tu peux prendre des tests de sang chez vous, etc. Non, bien, en tout cas, je ne sais pas si c'est quelque chose qui va être un jour, mais non, j'ai jamais entendu parler de ça. C'est sûr que... C'est quoi les grands enjeux technologiques? C'est la numérisation? Bien, c'est ça s'en va vraiment vers ça. On essaie de faire disparaître le papier le plus possible pour augmenter l'efficacité, etc. Donc oui, on est dans un processus de mise à niveau des plateformes informatiques et technologiques pour toujours être le plus efficace. Puis donc, vous vous inscrivez dans la rénovation du bâtiment ici de l'Hôtel-Dieu, c'est ce que je comprends? Oui, comme là, actuellement, on a un projet qui débute là, à la fin août. On va fermer une salle pour la changer complètement pour une salle neuve, donc qui va être encore plus technologique, si on veut, donc parce qu'elle va être récente. Là. Donc ça, pour chaque appareil qui doit être changé et continuellement rehaussé. Donc, il y a des travaux là, un petit peu tout le temps dans nos départements selon les salles et les appareils à changer. Une journée réussie dans la vie de Frédéric Blanchette, c'est quoi? Bien, dans le fond, c'est quand j'ai le sentiment que j'ai fait de mon mieux pour soutenir les équipes, dans le fond, parce qu'il faut se rappeler que tous les employés qui sont sous ma gouverne, il faut que je sois capable de leur donner les outils pour donner les meilleurs soins possibles à notre population, des services de qualité. Donc, épauler tous les gens là, dans leur travail, puis c'est ça, donner mon 110 pour... ouais. Le mot de la fin? Le mot de la fin? L'imagerie, c'est quelque chose c'est les yeux, dans le fond, de tout l'hôpital. Donc, on est un intervenant important. Puis, je suis très fière de pouvoir participer à ça en tant que chef intérimaire. Et puis, merci. C'est ça, oui. Merci beaucoup. Merci. Merci. Très intéressant. Super. Merci beaucoup.